Alors bonjour à tous. Nous allons clore ce suivi du tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de la Plagne avec une partie originale, très vivante. Mais si vous voulez revoir les premières parties, des très belles ouvertures qui ont été jouées, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de ce tournoi. Mais pour le moment, nous allons regarder cette partie qui s'est jouée entre le maître indien Nubar Shah Mohammad et le grand maître danois Boris Chatalbachev. Et le maître indien ouvre avec le pion dame, il joue D4. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo toute la dangerosité des maîtres indiens. Ils sont même craints de la plupart des grands maîtres, parce que les maîtres indiens sont souvent considérés comme des joueurs sous-classés et très dangereux tactiquement. Et cette partie va en être un exemple, même si c'est vrai que le grand maître danois va pécher par excès d'originalité dans l'ouverture. Mais pas pour le moment. Il va jouer cavalier F6, c'est classique. Avec le coup D5, ça permet de contrôler la case E4 et de lutter contre l'établissement d'un duo central D4-E4. C'est pourquoi les blancs jouent C4. C'est également un coup habituel, il mobilise le pion C pour contrôler la case D5 et empêcher que les noirs jouent D5, pour pouvoir échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, si ça se produit. Alors les noirs jouent G6. C'est ce qu'on appelle mettre le fou en fianchetto. Mettre le fou en G7, lui libérer cette petite case pour qu'il soit placé sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Fianchetto, ça vient du dérivé d'un mot italien, fianco, côté, et fianchetto, c'est petit côté, parce que le fou va se nicher dans un petit côté, mais en réalité, il aura de l'influence sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Alors les blancs font la même chose d'ailleurs, ils jouent G3. Et ce système, avec les pions C4 et D4, l'association des pions C4 et D4, avec la mise en fianchetto du fou sur la plus grande diagonale blanche, ça ressemble à ce qu'on appelle la partie catalane. Alors les noirs ici vont jouer C5. Ils utilisent le pion C pour aller taper le centre blanc. Plusieurs réactions sont possibles, bien sûr. On peut contrepousser pour un excès de l'espace central. C'est un coup tout à fait jouable. Je crois que même que c'est le coup principal dans cette position. On peut jouer cavalier F3, développer le cavalier, accélérer son développement en protégeant le pion D4. Ou on peut faire comme dans la partie, la prise en C5, qui est un peu plus rare. Le pion C5 il peut être récupéré immédiatement par la sortie de la dame en A5, qui fait échec et qui attaque. Mais là, les noirs vont choisir cavalier A6. Alors on dit souvent cavalier au bord, cavalier à moitié mort ou cavalier qui s'endort. En réalité, là, le cavalier A6, il ne va pas rester au bord, il va rebondir. Son but, c'est d'aller prendre le pion C5. Alors, le pion C5, de toute façon, à terme, il est condamné. C'est trop difficile de le protéger. On ne peut pas jouer B4 parce qu'il y aurait cavalier prend. Et puis, sur un coup comme fou E3, je suppose que les noirs pourraient questionner le fou avec cavalier G4 qui l'attaquerait. Donc, de toute façon, le pion C5, voilà, on ne peut pas vraiment le défendre. Donc, les blancs, eh bien, ils vont en faire le deuil et ils vont se développer. Ils jouent cavalier C3. Les noirs prennent en C5. Le fou se met en G2, donc il a une belle diagonale. Mais bon, les noirs auront exactement la même, finalement. D'ailleurs, les noirs jouent fou G7. Et les blancs jouent cavalier F3, un coup tout à fait logique et qui prépare le petit roc. Alors, néanmoins, moi, dans ce type de position, j'affectionne le coup cavalier H3. Alors, c'est pareil, c'est pas pour rester au bord, c'est pour pouvoir rebondir en F4. Je m'explique, imaginons que les noirs fassent petit roc. J'aime bien ensuite jouer cavalier F4 et je me dis que le cavalier, il est difficile à déloger sur cette case. On ne redoute pas vraiment G5, parce que le pion décollerait de l'abri du roi sans avoir une bonne protection. Je ne redoute pas non plus E5, parce que l'avance du pion noir en E5 livrerait la case D5 au blanc, les deux cavaliers bien soutenus par le pion, le fou, la dame, ça serait une très très bonne case pour la cavalerie blanche en fait. Donc finalement le cavalier je trouve assez actif ici. Quant au fou C1, on pourrait essayer de jouer B3, fou B2 ou fou E3 plus tard dans la partie. Alors il faudra contrôler bien sûr, surtout si on joue B3, il faudra contrôler les découvertes, c'est-à-dire les départs du cavalier qui dévoilent le fou sur la grande diagonale noire. Mais c'est un peu comme ça qu'on essaiera. Peut-être qu'on pourra jouer fou E3, fou D4. Il faudra voir la suite de la partie. Voilà. Mais donc ici, j'aime bien l'idée qu'elle H3 pour rebondir en F4. Mais le maître indien est plus classique. Il joue cavalier F3 et il prépare le petit roc. Les noirs jouent D6. Et là, il a joué cavalier D4 tout de suite. Donc il libère le fou. C'est pour essayer de contrarier d'ailleurs le développement des pièces noires à l'aile dame. Et là, les noirs vont commencer leur variante un peu originale. Le grand maître danois va jouer H5. Bon, alors, ça n'avait jamais été joué dans cette position. Il me reste quelques parties dans la base de données ou qui ont été jouées sur cette position par des joueurs titrés, et on a pratiquement toujours petit roc. Le coup lambda. Mais là, H5 est un peu plus original. Bon, bah, ok, H5 est joué. Et on pourrait se dire que c'est pour essayer de jouer H4. Vous voyez, si les blancs font petit roc, on pourrait essayer de jouer H4 avec le soutien de la tour, peut-être à un moment donné prendre en G3 ou pousser en H3,
essayer que le pion H vienne parasiter le petit roc blanc. Mais là, le maître indien, il joue fou G5. Donc il surveille, il développe son fou et il surveille la case H4. Et les noirs, que jouent-ils? Ils jouent H4. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors bien sûr, si on prend du pion, les blancs gagnent un pion, mais ils ont démantelé l'abri de leur roi avec des pions doublés, isolés, c'est pas très sain tout ça. Mais le fou peut prendre en H4. Alors moi je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être il veut envoyer le sacrifice de qualité avec tour prend fou. Il veut, après avoir donné un pion, il est prêt à donner la qualité pour doubler les pions, démanteler un peu l'abri du roi blanc, et puis obtenir la paire de fous avec un puissant fou de case noire. Je me suis dit, c'est ça qu'il veut faire. Mais non, pas du tout. C'est pas ça qu'il veut faire. Il a joué cavalier H7. Qu'est-ce que c'est que ce coup? J'avais jamais vu cette idée dans aucune partie en fait. Mais en fait, cavalier H7, c'est pour menacer G5. Écraser le fou, l'enfermer en fait. Bah oui, tiens d'ailleurs, comment on fait pour régler ce problème? Comment vous feriez, vous, pour régler ce problème, cette menace G5? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ce que vous joueriez dans cette position. Et après, on va comparer avec le coup du maître indien. À tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu des bonnes idées. Commençons par les coups qui ne marchent pas. Vouloir jouer G4 pour donner la case G3, eh bien, ça permettrait aux noirs de faire fou prend G4. Les noirs récupèrent leur pion dans de bonnes conditions, en fait. Donc ça, c'est pas terrible. Alors, on pourrait s'intéresser à Dame D2, qui ouvre la voie d'ailleurs à un grand roc, autant qu'à un petit roc. Et la Dame en D2 vient aider le fou à contrôler la case G5. Mais en fait, la Dame D2 sera surchargée. Entre son travail du contrôle de la case G5 et son travail de défense du cavalier, parce que lorsque le cavalier noir a retraité en H7, il a dévoilé l'attaque du fou de case noire sur le cavalier. Et donc, les noirs pourraient jouer G5, et après fou prend, cavalier prend, dame prend, la dame est déviée de la protection du cavalier. Elle était surchargée dans son contrôle de case. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc G4, c'est pas intéressant, Dame D2, ça ne marche pas. Alors, on pourrait s'intéresser au retour du cavalier en F3, qui vient contrôler la case G5. Mais là, les noirs pourraient avoir une variante originale, puisqu'ils ont commencé d'ailleurs avec une suite de coups originale, c'est de donner le fou de case noire contre le cavalier. Ça détruit la structure de pion des blancs à l'aile dame, avec des pions doublés isolés ici, un autre pion isolé ici, le cavalier C5 qui va trôner sur cette case, parce qu'on n'a plus de pion D, et maintenant on n'a plus de pion B pour déloger ce cavalier, puisque le pion B, qui pouvait avoir ce rôle, est venu en C3. Et puis l'idée de donner le fou de case noire, c'est ensuite de jouer F6, comme ça on n'enferme pas le fou G7, et on menace G5 toujours pour écraser le fou, quoi. Donc ça n'a pas l'air de marcher non plus, cette suite pour les blancs. Donc après cavalier H7, finalement, il n'y a qu'un coup qui est intéressant pour les blancs, et c'est celui joué par le maître indien. C'est F4. Il vient comme ça contrôler la case G5. Et là, le grand maître danois joue Dame B6, et on commence à comprendre son idée, là, parce qu'il vient presser B2. En transparence, il attaque le cavalier D4. Dès que le cavalier C5 va bouger, il y aura des menaces sur le cavalier D4. Et puis avoir forcé ou incité les blancs à jouer F4, forcer ce coup, ça permet à la dame d'avoir accès jusqu'à la case G1. Vous voyez, d'avoir de l'influence jusqu'à la case G1. Et donc les blancs vont hésiter à faire petit roc pour éviter les attaques qu'il pourrait y avoir sur cette diagonale. Donc Dame B6, c'est un coup très agressif en fait. Alors ça ne va pas marcher du tout. Les blancs vont se défendre précisément et vont faire mieux que se défendre d'ailleurs. Mais on peut saluer l'originalité de cette variante perdante pour les noirs, mais c'était quand même assez intéressant. Pour la beauté du geste, on va saluer l'idée de Boris Chatal-Bachev, et on va regarder comment Mohammad, le maître indien Mohammad, va contrer tout ça. Et va être très précis. Alors il joue Dame D2, il vient défendre B2. Et en fait, Dame D2, c'est pas anodin comme coup. C'est pas fait que pour défendre B2. Vous pouvez voir que la dame va aider le pion et le fou à contrôler la case G5. Parce que les noirs vont essayer de jouer F6, G5. Ils vont essayer de faire passer cette idée d'enfermement du fou de case noir. Alors les noirs jouent cavalier E6, ils attaquent 3 fois le cavalier qui est défendu qu'une seule fois. Et là, le maître indien, il joue bien. Il joue très très bien. Il va jouer cavalier B5. On peut se dire, oui, mais cavalier B5, c'est quoi? C'est un coup d'épée dans l'eau. Le cavalier ne peut pas aller en C7, la dame, le cavalier contrôle. Pourquoi il joue ça? Après tout, on pourrait jouer à 6 et repousser le cavalier. Mais non, en fait, parce que là, les blancs, ils menacent au prochain coup de jouer cavalier D5. Avec l'attaque de la dame, qui devra bouger, et la double attaque sur le pion E7. Et en plus, les deux cavaliers s'associent sur le contrôle de la case C7. Alors, le cavalier E6, il est là pour défendre aussi. Mais il y a trop de menaces, en fait. Les menaces sur la dame, sur C7, sur E7, les noirs vont perdre du matériel, ils ne vont pas pouvoir résister. Donc là, on a la menace cavalier D5.
Et c'est pourquoi les noirs font fou prend C3. Alors, le cavalier reprend pour préserver la structure de pion, et puis le cavalier va lorgner sur la case D5. C'est ce qu'on appelle un avant-poste. Un avant-poste, c'est la dernière case située sur une colonne semi-ouverte, où un cavalier pourrait s'installer. Exploitable pour un cavalier. Alors, on n'est pas habitué à ces échanges de puissants fous sur la diagonale noire contre un cavalier, mais là, l'idée des noirs, c'est d'ensuite jouer F6. Donc, ils ne voulaient pas enfermer le fou en G7, et ils menacent G5 maintenant. Avec les deux cavaliers et le pion F6, donc ils menacent vraiment de gagner le fou. Mais le maître indien, il a tout vu ici. Il est omniscient. Il va jouer cavalier D5. Il sait tout dans cette position. Magnifique. Attaque la dame. Donc la dame, elle a été en A6. Elle attaque le pion C4. Bon, alors c'est vrai qu'on pourrait jouer B3 pour défendre, mais il faut toujours contrôler le coup G5 qui peut arriver. Et là, le maître indien, il va jouer G4. Alors on pourrait se dire c'est pour donner la case G3 au fou. Eh ben non, c'est pas pour ça. Regardez, G5 a été joué, et il ne va pas mettre le fou en G3, il va amener le pion en F5. Mais je reviens un petit peu avant. Là, lorsque G4 a été joué, les noirs n'étaient pas obligés de continuer directement avec leur idée de G5, ils pouvaient s'intéresser à dame prend pion C4, puisque le pion n'avait pas été protégé. Mais en fait, l'idée des blancs aurait été de jouer tour C1, d'utiliser la colonne qui s'ouvre, pour repousser la dame et qu'il y ait un accès également à la case C7. Parce qu'on peut jouer F5 après pour déloger le cavalier et essayer de faire les fourchettes en C7. Donc, dans la position, après G4, les noirs n'ont pas pris le pion C4, ils ne veulent pas activer la tour sur la colonne, et ils ont joué G5. Et là, on s'intéressait peut-être au coup de retrait fou G3, mais non, c'est F5 qui est joué. Avec l'idée de déloger le cavalier pour faire la fourchette en C7, pas n'importe quelle fourchette, une fourchette royale et même familiale. On attaque toute la famille ici. Alors les noirs prennent le fou, on prend le cavalier. Et c'est pareil, les noirs peuvent toujours pas faire fou prend parce qu'il y a toujours cette belle fourchette familiale. Regardez, le roi, la dame, la tour, le fou. Bon, bien sûr, c'est la dame qu'on veut, mais c'est mignon de signaler tout ça. Donc, on lorgne sur la case C7. Alors les noirs jouent roi D8 pour défendre cette case. Je ne sais pas trop comment il peut faire d'ailleurs pour défendre cette case. Parce que même si le roi décide de faire petit roc, d'ailleurs je ne pense pas qu'il soit bien sécurisé sur petit roc, en plus le pion E7 serait plus défendu sur petit roc, il y aurait toujours la fourchette en C7 avec dame et tour. Donc le roi doit accepter d'être déroqué ici, il joue au roi D8. Et là, on voit toute l'agressivité du maître indien qui va jouer C5. Il retire le pion C4 de son attaque. Il utilise C5 pour détruire D6 et ouvrir la colonne. Il veut ouvrir le centre pour tomber sur le roi noir qui n'arrive pas à se sécuriser. Alors c'est une partie quand même assez olé olé parce que aucun des deux rois pour l'instant ne roque. Alors les noirs ont joué cavalier G5, prise en D6, et là dame prend D6. Sur pion prend D6, on pourrait s'intéresser à E7 échec ou à des coups comme dame C3 pour aller attaquer comme ça le pion F6. Donc c'est dame prend D6. Bon. Et là, dame A5 échec. Ok, sur roi E8, on a la fourchette en C7 qui attaque roi et tour. Mais il y a B6 ici. Mais ça effraie pas le maître indien, le coup B6. Ce qui va sacrifier en B6. Puis n'oublions pas que les sacrifices en B6, ici, ça va également ouvrir la diagonale du fou sur la tour. Donc, cavalier prend B6. Alors, on n'a pas peur de pion prend, parce que je suppose qu'on prendrait la tour. Et sur dame prend, on pourrait échanger les dames et prendre la tour, mais il veut plus, le maître indien. Il veut punir vraiment le jeu trop abusif des noirs dans l'ouverture. Et les blancs vont jouer dame D5 échec. Ils veulent gagner la tour, oui, mais en conservant les dames, pour conserver les chances d'attaque sur le roi. Et en plus, après roi E8, dame prend tour, c'est maintenant le fou qui est attaqué. Et n'oublions pas que le roi a perdu le potentiel de roquer. Il était en D8 tout à l'heure, donc il avait bougé. Donc il ne peut pas roquer, parce qu'on pourrait se dire on roque, comme ça la tour arrive en F8 et défend le fou, mais non, c'est plus possible. Et là, ce fou, comment on va le défendre avec les noirs? C'est pas facile, si le roi vient en D8, il va se prendre tour D1, échec. On va lui décoller les oreilles ici. Si la dame vient en C5, bon, eh bien, on pourrait jouer fou B7. Regardez, sur dame C5, on pourrait jouer fou B7 et aller attaquer deux fois le fou qui est cloué. De toute façon, il ne peut pas bouger. Donc, le fou, il a l'air perdu. Alors, les noirs essaient de contre-attaquer. Dame B4 échec. Roi F1. Et le roi tente d'aller se cacher. Tant pis, les noirs perdent une pièce. Mais dame prend C8 échec. Roi G7. Dame B7. Bien joué. Les blancs, ils ont une pièce de plus. Ils proposent l'échange des dames et ils attaquent le pion en E7.
Alors, bien sûr, on peut se dire maintenant qu'on a une pièce de plus, une tour de plus avec les blancs, c'est facile. Bon, mais en fait, le grand maître danois, il n'abandonne pas encore parce que la tour H1 et la tour 1 ne sont pas en jeu. Le roi n'arrive pas à avoir un abri vraiment totalement sécurisé ici. Et puis, je vous invite à continuer à regarder cette partie parce que la fin va être assez amusante. Donc, Dame prend G4 a été joué. Dame prend E7 échec. Roi G6. Tour G1, on crée un vis-à-vis avec la dame, avec le cavalier et avec le roi. D'ailleurs, les trois pièces peuvent être prises pour cible. On va le voir dans la suite de la variante. Tour C8, les noirs essayent d'utiliser leur tour. Fou F3, donc on attaque la dame qui part en H3, qui fait échec au roi blanc, donc le roi blanc se décale. Dame prend H2, attaque la tour. Et là, c'est très joli ce qui va se passer. Ici, on pourrait faire tour prend G5 échec. C'est un bon coup, c'est un coup gagnant. Mais le maître indien a décidé de payer un tour de manège au grand maître danois. Il va lui faire un tour de manège, vous allez voir. Tour de manège gratuit. Dame F7. Alors c'est un coup assez élégant, on profite du clouage du cavalier noir. Donc dans la partie, le roi, il vient en F5. Alors qu'est-ce qu'il a comme autre case à part venir en F5? Il pourrait jouer en H6, mais ça perdrait le pion F6. Et je pense qu'on aurait une attaque de mat assez rapide contre les noirs. Donc dans la position, il est venu en F5. Et là, il y a tour prend G5 échec. Le pion ne peut pas prendre, il y a toujours le thème du clouage, donc c'est le roi qui prend. Et regardez le tour de manège maintenant. Dame H5 échec. Bon, bah, le roi vient en F4. Dame G4 échec. Bon, bah, le roi vient en E5. Dame E4 échec. Bon, le roi vient en D6. En réalité, il a abandonné, mais regardons la suite. Dame D5 échec. Bon, le roi vient en E7. Dame D7 échec. Bon, il vient en F8 et Dame F7 mat. Entrée gratuite, sortie payante, comme dirait l'un de mes amis. Donc, je reviens dans la position. Après, Dame F7 échec, on a dit Roi F5. Tour prend G5 échec, Roi prend, Dame H5 échec, Roi F4. Dame G4 échec, le roi était peut-être pas obligé d'aller en E5, il pouvait aller en E3, on regarde les autres possibilités, mais là c'est Dame E4 mat. Donc c'est pour ça qu'il a été en E5. Puis après, sur Dame E4 échec, si le roi vient en D6, Dame D5 échec, s'il ne veut pas aller en E7, il faut qu'il aille en C7. Et là, il va se faire mater par Dame C6. Sur Roi B8, on a Dame B7 mat avec le soutien du fou, et sur Roi D8, on a Dame D7 mat avec le soutien du pion. Donc j'ai trouvé cette suite amusante avec Dame F7, un premier coup élégant, on profite du clouage du cavalier, donc Roi F5, on sacrifie la tour contre le cavalier, ça c'est un peu plus violent. Et après le tour de manège, Dame H5 échec, Roi F4, Dame G4 échec, Roi E5, Dame E4 échec, Roi D6, Dame D5 échec, Roi E7, Dame D7 échec, Roi F8, et Dame F7 mat. Alors regardons comment s'achève ce tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de la Plagne, et on voit que le grand maître ukrainien Vitaly Sivuk gagne ce tournoi. Alors il a le même nombre de points que le grand maître indien Inayan, mais au départage, il est un peu devant le grand maître ukrainien. Vous voyez, donc il y a 7 points ici, et au départage, c'est 43 points et demi contre 41 points et demi. Alors le départage, ça va consister à accumuler la somme des points gagnés par les adversaires de ce tournoi. Donc le grand maître ukrainien gagne ce tournoi. Le premier joueur français, il s'agit de Timothée Razafindratsima. C'est un joueur minime, donc il est encore assez jeune, et il finit avec 6 points et demi, donc félicitations pour lui, parce qu'il est qu'à un demi-point seulement du vainqueur du tournoi. Bravo. Dans le tournoi de la session, le tournoi B, eh bien, c'est Assef Alashtar qui l'emporte avec 8 points. Il est suivi de près par Arthur Despierres, 7 points et demi, et pour compléter le podium, c'est Florian Roch avec 7 points. Un trio de joueurs français. Et pour l'occasion, vive la France! Ah! Bon, bah alors j'espère que, après vous avoir dévoilé mon corps sculpté, bien YouTube ne va pas limiter la vidéo au public de moins de 18 ans, parce que ça me fera moins de vues. Et dans le tournoi amateur, le tournoi C, eh bien c'est Anubat qui l'emporte avec 8 points, suivi de Guillaume Lambert O'Haraud, 7 points et demi, et après 2 joueurs à 7 points, Jonathan Kratz, et le frère de Anubat, il s'agit de Sotsetsen Bat. Et c'est un poussin d'ailleurs. Donc un poussin, c'est un enfant qui a un âge entre 8 et 10 ans. Hein. Donc c'est très très jeune dans ce tournoi. Donc félicitations à la famille Bat. Difficile de les battre. Alors je sais que pour certains, vous êtes friands de mes blagues un peu pourries. Là, je crois que je peux me lâcher. On ne va plus être très nombreux maintenant dans la vidéo. Beaucoup ont quitté la vidéo, donc on est entre nous. Vous savez...
Il y en a beaucoup qui ironisent sur ma façon de prononcer le nom du champion du monde Carlsen, parce que j'ai tendance à dire Carlsen au lieu de dire Carlsen, et puis même quand je me force à dire Carlsen, le naturel revient au galop et je finis par dire Carlsen. Et donc on me le fait beaucoup remarquer, vous me le faites beaucoup remarquer, les abonnés dans l'espace commentaire. Et... Ah, mais attendez, je crois que c'est mon voisin Karl. Ah oui, c'est lui, Carlson. Bon allez, il est temps de finir cette vidéo qui part vraiment en sucette. Au revoir à tous. Eh bien non, je reviens. Vous vous débarrassez pas de moi. Je suis comme Colombo, je reviens toujours. Alors, c'est le moment des remerciements. Donc, je vais remercier le Festival international d'échecs de la Plagne de m'avoir fait confiance et d'avoir voulu que je fasse le suivi de leur tournoi des maîtres. Donc, je vais remercier eh bien, le club local, le président, tous les dirigeants de ce club, mais également tous les joueurs qui ont participé aux différents tournois, tous les bénévoles qui se sont mis en action pour que cet événement soit réussi. Alors je ne sais pas si dans la communauté certains ont fait ce tournoi ou si certains comptent le faire les années prochaines. Mais voilà, c'est un tournoi. J'avais quelques élèves qui participaient. En tout cas, ils m'ont dit que c'était un tournoi sympa et très amical. Voilà. Eh bien, au revoir à tous.